Merci. Ouais. Donc, nous allons vous présenter l'avancement du projet Aziri. Alors, ça marche? Oui. Tout d'abord, un petit peu d'histoire. Tout a commencé finalement il y a 20 ans avec le projet Aziri, où une quarantaine de partenaires se sont réunis pour travailler sur le renforcement des sols par inclusion rigide, sous remblai et sous dallage. De là est sorti donc des recommandations en 2012. Et puis, quelques années plus tard, nous avons missionné l'IREX en 2016 pour mener une enquête auprès de la profession pour évaluer comment étaient utilisées les recommandations. Alors, les résultats de cette enquête ont été publiés lors d'une journée technique du CFMS en septembre 2016. Et il est ressorti de cette journée que plusieurs thèmes n'avaient pas été suffisamment abordés dans Aziri, d'où l'idée de créer un nouveau projet Aziri+, qui a été labellisé, qui a commencé en 2019 et qui se terminera en 2024, normalement, avec la rédaction et la publication de nouvelles recommandations. Alors voici les 40, à peu près un peu plus de 40 partenaires du projet Aziri+. Nombre d'entre eux étaient dans le projet Aziri. Et puis alors c'est important qu'on soit nombreux parce que les projets nationaux sont autofinancés par la partenaire, soit par les cotisations, soit par les dons en nature. Donc si on veut avoir un budget suffisant pour travailler, il faut être assez nombreux. Notre organisation, avec Bruno Simon, le président, qui était déjà directeur du projet Aziri. Je co-dirige le projet avec Luc Torel, et puis nous sommes épaulés par plusieurs comités. Nous avons un comité de pilotage qui est composé des chefs de file de chaque groupe de travail, un comité directeur composé d'un représentant de chaque membre du projet national, et puis depuis peu, nous avons un comité rédactionnel pour commencer à rédiger les recommandations. Alors les moyens déployés sont les moyens des projets nationaux. On va essayer de mutualiser les compétences et les moyens de tous les partenaires, que ce soit les universitaires ou les bureaux d'études et puis les entreprises. Alors c'est bien parce que ça nous donne accès à des ouvrages pour pouvoir les instrumenter, ça nous donne accès à des sites pour pouvoir aussi faire des essais en vraie grandeur, ça nous donne accès à des dispositifs de laboratoire, soit pour faire des essais à l'échelle 1, par exemple au CEREMA de Rouen ou utiliser la centrifuge de Nantes. Et puis ça nous permet aussi de confronter la modélisation numérique qui peut être développée dans les laboratoires, dans les universités, avec les modèles numériques développés et utilisés dans les bureaux d'études. Donc les sujets que nous traitons, tout d'abord les plateformes de transfert de charge, avec une étude spécifique sur les plateformes en sol traité et une étude sur les plateformes granulaires renforcées par géosynthétique. Nous travaillons aussi sur les semelles et les dallages directement posés sur inclusion rigide, parce que dans le premier projet Aziri, on recommandait systématiquement de mettre une plateforme de transfert de charge. Et puis on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises avaient leur propre cahier des charges sans cette disposition. Donc on a voulu un petit peu harmoniser la pratique. Et puis nous travaillons sur des sollicitations complexes, donc des sollicitations de circulation, des sollicitations cycliques en partenariat avec les membres du projet FUI-FEDRE. C'est un projet qui travaille spécifiquement sur les fondations d'éoliennes. Et puis les sollicitations dynamiques et sismiques en partenariat avec les membres du projet ANR Aziri+ SDS. C'est un projet ANR qui a été monté en même temps que le projet Aziri+, pour permettre de travailler sur plus de sujets, puis aussi pour permettre d'avoir un peu plus de budget. Alors, je vais vous présenter maintenant quelques résultats des études que nous menons. Tout d'abord, les plateformes granulaires renforcées par géosynthétique. Alors, pourquoi travailler sur ce sujet-là? Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas forcément un consensus sur le nombre de nappes, le type de nappe, leur position dans la plateforme. Et on a voulu essayer d'étudier ce sujet pour essayer de proposer dans les recommandations des plateformes renforcées et optimisées. Alors, les moyens que nous avons mis en jeu, tout d'abord un état de l'art, parce que c'est toujours intéressant de savoir ce qui se fait ailleurs. Il y a beaucoup d'études qui se font dans d'autres pays en ce moment même. Nous avons des essais à l'échelle 1, soit en instrumentant des ouvrages réels, soit dans la fosse du CEREMA de Rouen. Je vous montrerai tout à l'heure les essais que l'on fait. Des essais en laboratoire à la centrifugeuse de Nantes, et puis on a des essais à l'échelle 1,5 à l'INSA. Et puis avec la modélisation numérique, alors notamment avec la modélisation discrète développée par Pascal Villard à l'Université de Grenoble. Cette modélisation a été largement déjà éprouvée lors du projet Aziri et permet d'accéder à des paramètres ou des mécanismes qui sont difficilement mesurables. Alors, l'état de l'art, on a essayé de recenser des articles relativement récents et
à partir de cette synthèse, on s'est rendu compte qu'il n'y avait donc pas de configuration type du renforcement de la plateforme. Par contre, pour tous ces ouvrages, on a vu qu'une grande partie du transfert de charge et du tassement se faisait pendant la montée du remblai et que les transferts de charge par cisaillement à l'intérieur de la plateforme granulaire se faisaient pour de très faibles déplacements. Si bien que même si la présence d'un géosynthétique améliore l'efficacité du report de charge, elle ne réduit pas significativement le tassement. Puis cette synthèse a aussi montré que la plupart des méthodes de dimensionnement existantes sont souvent mises à défaut lorsqu'elles sont comparées aux mesures des ouvrages instrumentés. Alors les essais que nous réalisons, nous, se font dans le cadre de la thèse de Clara Terqueux dans une fosse du Cérémat de Rouen. Nous disposons d'une fosse qui fait 8 mètres par 8, 1 mètre de profondeur, dans laquelle nous avons installé 16 inclusions rigides de 300 mm de diamètre et inscrites dans un maillage de 2 mètres sur 2. Alors un des défis à relever pour ces essais-là était d'essayer de trouver un sol qui était capable de simuler un sol compressible et puis de façon répétable. Alors pour cela, on a utilisé plusieurs matériaux. Tout d'abord, on met une couche de biocofra. Ce sont des plaques alvéolaires qui ont aucune résistance, enfin, qui ont une bonne résistance lorsqu'elles sont sèches et aucune résistance lorsqu'elles sont humides. Ensuite, on a une couche de deltagome. Les deltagomes sont des petits granulats de pneus qui sont très compressibles. Et puis une couche de sable. Donc en jouant entre l'épaisseur de la couche de sable et la couche de deltagome, on peut jouer sur la compressibilité et donc le tassement du sol qu'on va avoir pendant la montée du remblai. Et puis ensuite, on peut dissoudre les plaques de biocofra, ce qui va nous faire disparaître la résistance et donc la réaction du sol sous la plateforme. Et donc sur ce sol renforcé, on a mis en place différentes plateformes granulaires. À chaque fois, elles faisaient 50 cm d'épaisseur. Soit on a fait un essai avec une plateforme non renforcée, avec une plateforme renforcée par 2 géotextiles et puis par 2 géogrilles. Et sur l'ensemble de tout ça, on est venu mettre un remblai de 1,50 m de haut. Alors les résultats que l'on a obtenus, enfin les premiers résultats, tout d'abord en termes de transfert de charge. Donc le graphique ici présente la contrainte sur les inclusions, sur la tête des inclusions, et celui-ci sur les pieds des inclusions. Les petits bâtonnets bleus, c'est pour le plus haut non renforcé, le orange renforcé par géotextile et le gris renforcé par géogrille. Donc on voit qu'on a déjà une très bonne efficacité de la plateforme qui n'est pas renforcée. Juste le matériau granulaire tout seul, les 50 cm, suffisent à apporter une bonne efficacité. On voit aussi que lorsqu'on élimine la résistance du sol compressible, on a un très fort transfert de charge vers les inclusions. Et puis on voit que la présence des géosynthétiques améliore assez significativement la charge vers les inclusions, notamment quand on fait la mesure en pied d'inclusion. Aussi on voit qu'une fois qu'on a fait chuter la résistance du sol compressible, une grande part de la charge part sur les inclusions, alors soit sur la tête et puis par frottement, c'est ce qu'on mesure en pied d'inclusion. Si on regarde maintenant le tassement, alors on a mis un petit capteur de tassement à l'interface entre la couche de deltagome et puis la couche de sable, juste pour vérifier le tassement du deltagome et voir si on avait les mêmes conditions initiales. Donc on voit ici ce tassement-là lorsqu'on met en place le sable et lorsqu'on met en place la plateforme granulaire. On voit que pour les 3 essais, on a à peu près le même tassement du deltagome, donc on peut dire qu'on a des conditions initiales identiques et qu'on peut comparer les résultats. Alors pour le tassement, qui est mesuré au niveau du sol, au niveau des têtes d'inclusion, on a d'abord fait un premier essai sans géosynthétique. On voit qu'on a un tassement assez rapide pendant la montée du remblai qui se stabilise assez rapidement. Et puis lorsqu'on dissout les plaques de biocofra, on a un tassement beaucoup plus important. Et on avait dimensionné les géosynthétiques pour réduire de moitié ce tassement. Donc c'était le critère de tassement qu'on s'était fixé. Donc on voit sur le graphique de droite qu'on n'a pas atteint cet objectif, que les géosynthétiques, même si on a vu que ça a apporté une bonne efficacité, ça a amélioré l'efficacité, ça n'a pas permis de réduire le tassement, chose qu'on a vu d'ailleurs dans la synthèse bibliographique. Alors on a analysé un petit peu tout ça et on a vu qu'on avait eu un tassement assez uniforme de la plateforme. On a le même tassement en dessus et en dessous et on n'a pas réussi finalement à créer des points durs au niveau des têtes d'inclusion pour venir mettre en tension les géosynthétiques. Donc ils n'ont pas travaillé, donc s'ils ne travaillent pas, ils ne peuvent pas réduire significativement le tassement. Et puis on a montré aussi que avec les fibres optiques qui étaient mises en œuvre dans les géosynthétiques, on a mesuré aussi qu'on n'avait pas cette mise en tension. Alors on poursuit les essais, on est actuellement en train de faire celui-ci. C'est le même essai avec GeoGris, mais on a un peu plus instrumenté. On a coloré la colonne de sol au droit de l'inclusion pour essayer de bien comprendre ce qui se passait pendant la montée du remblai puis pendant la dissolution.
Et puis les essais qu'on va faire par la suite, ça va être en mettant les nappes directement sur les têtes pour voir si on peut essayer de mobiliser plus rapidement les géosynthétiques et essayer de diminuer le tassement. Alors on ne peut pas faire non plus trop d'essais parce que c'est des essais qui prennent 2-3 mois et puis on est limité en nombre d'essais. Donc parallèlement à tous ces essais qui sont faits au CER de Rouen, on a une campagne expérimentale qui vient d'être lancée à la Centrife de Nantes où ils vont pouvoir faire beaucoup plus de cas et notamment regarder l'influence aussi des recouvrements des géosynthétiques. Alors Pascal Villard a aussi fait de la modélisation numérique de tout ça, et il a montré par sa modélisation discrète que plus les nappes étaient proches des inclusions, meilleure était l'efficacité. Et puis dans le cas où les nappes étaient directement posées sur les inclusions, ici, il a observé que la part qui était reprise par le sol, alors on enlève la part qui est reprise par inclusion, mais ensuite la part qui reste sur le sol était reprise entre 80 et 90% par les bandes intermailles. Et puis il a pu trouver une loi, une distribution de contraintes qui permet d'expliquer d'expliquer la répartition de contraintes sur ces nappes et proposer une procédure de dimensionnement donc ça permet de dimensionner les nappes, leur rigidité, en fonction du critère de tassement qu'on s'est imposé. Et on va pouvoir utiliser cette procédure de dimensionnement pour nos futurs essais. Donc là, pour les premiers essais sur les plateformes granulaires, on travaille aussi sur des plateformes en sol traité. Alors toujours dans la fosse du CEREMA, mais cette fois-ci, c'est dans le cadre de la thèse de Julien Mana. Et on travaille avec un limon peu plastique qui a été traité à 1% de chaux et 4% de ciment. Donc ce sol, on a fait tous les essais en laboratoire, déjà pour vérifier s'il était compatible avec un traitement. Et puis on a fait tous les essais mécaniques de compression, flexion, traction, cisaillement à différents temps de cure pour avoir ensuite tous les éléments pour pouvoir modéliser correctement le comportement de la plateforme. Alors on a mis en place ce sol sur la fosse. Alors on n'a pas pu le traiter directement sur la fosse parce que notre sol est un petit peu trop compressible pour le faire. Donc on l'a fait dans une zone, dans un hangar juste à côté, en le traitant d'abord à la chaux et puis après au ciment avec des vrais engins de chantier. On essaye de se mettre toujours le plus possible dans les conditions de chantier. Et puis on a apporté le sol et on l'a mis en place. Donc on a mis en place une couche de 40 cm compactée sur le renforcement par inclusion rigide. Ensuite, on a monté un remblai d'1,50 m et puis on a rajouté aussi une surcharge. Donc si on regarde le tassement mesuré au droit du sol, ici, sur ce profil vertical, pour les différentes phases de construction, on a d'abord la mise en place du sable, la mise en place de la plateforme de transfert de charge. On a attendu 14 jours pour faire la prise. Ensuite, on a mis en place le remblai, et puis ensuite, on a mis une surcharge sur le remblai au droit de la maille centrale, et puis on est venu dissoudre les plaques de biocofra. Alors, une chose intéressante, on voit que lorsqu'on a la plateforme qui fait prise, on a les capteurs qui remontent un petit peu, on a un petit gonflement, parce qu'en fait, lorsque ça fait prise, la plateforme repose plus sur les inclusions, donc elle décharge un petit peu le sol, et comme on a un sol qui est très élastique, il a tendance un petit peu à remonter. Ensuite, donc, on a mis en place le remblai qui a créé un tassement, un petit tassement. Et ensuite, on a eu quelque chose de très stable. Et puis, donc, le 21 décembre, on a eu une activation du tassement, alors qu'il n'y avait pas d'activité, le CEREMA était fermé. Donc, on peut supposer qu'à ce moment-là, on a eu une rupture dans la plateforme. Et puis, ce tassement ne s'arrêtait pas. Alors, nous, on était obligés d'arrêter tout ça et de venir surcharger, parce qu'on ne pouvait pas attendre pendant plusieurs mois que ce tassement s'arrête. Donc la surcharge a entraîné une nouvelle réactivation des tassements plus importante, ça s'est stabilisé, puis ensuite on a dissous le biocofra où on a eu un tassement important. Donc on peut dire qu'on a eu le mécanisme de rupture, c'était un poinçonnement de la plateforme par les inclusions de l'ordre de 5 cm lorsqu'on a mis en place le remblai de la surcharge, et puis on allait jusqu'à 20 cm de poinçonnement quand on a dissous les plaques de biocofra. Et lorsqu'on a dégarni les têtes d'inclusion, on a pu retrouver ce poinçonnement de 20 cm. On a un petit schéma comme ça qui explique un petit peu ce qui s'est passé. Donc la plateforme s'est enfoncée de 20 cm et puis on a eu un écrasement sur 10 cm du sol qui se trouvait au droit des inclusions. Alors si maintenant on regarde en termes de transfert de charge, en comparant le plot en sol traité avec les plots granulaires, on voit qu'on a des comportements un petit peu différents. Pour une plateforme en sol traité, on a directement la charge qui est transférée sur les inclusions à la montée du remblai, puis ensuite c'est très stable, alors que les mécanismes sont un petit peu plus longs lorsqu'on a une plateforme granulaire. Alors tous ces éléments sont importants et vont nous permettre de bien calibrer notre modèle numérique, et puis aussi avec tous les essais de laboratoire que Julien a fait,
on va pouvoir prendre les bons paramètres pour essayer de bien simuler ce comportement et de proposer les meilleurs essais à retenir lorsqu'on va vouloir dimensionner une plateforme en sol traité. Et puis on a vu que la rupture s'était faite par poinçonnement, donc il faut qu'on trouve des solutions pour limiter le poinçonnement dans le prochain essai qu'on va faire. Alors maintenant, passons à aux sollicitations complexes. Tout d'abord aux sollicitations de circulation. Donc ça, ce sont des essais qui sont réalisés à l'UGE, à Nantes, à la centrifugeuse. Donc des essais. Alors avant que les essais de circulation soient faits, ils ont d'abord fait des essais juste de chargement statique, cyclique sur des semelles pour comprendre un peu le comportement de leur sol. Donc le sol mou était modélisé par des plaques de polystyrène. C'est un cas 2D, donc ce n'est pas des inclusions cylindriques, ce sont des poutres. Et puis la plateforme granulaire, c'était une couche de sable renforcée ou non par géogrille. Puis ensuite, ils ont fait des essais de circulation avec, là aussi, une plateforme granulaire, enfin sableuse, renforcée ou non par géogrille. Donc, hop. Je vais lancer ça si ça marche. Ça marche. Donc on voit ici quelques photos de la manip avec le petit rouleau qui permet de circuler. Alors c'est un tube Gigon, on a plusieurs tubes qui s'emboîtent les uns dans les autres, comme ça on peut faire des circulations avec des charges différentes. On voit aussi l'instrumentation des inclusions rigides par des capteurs de force. On a aussi un tapis tactile ici qu'on a mis en place sur les inclusions rigides et le sol, qui permet de mesurer en temps réel la distribution de contraintes au passage du rouleau. Et puis ici, vous voyez que le rouleau il circule. Alors, il peut faire des allers-retours ou il peut faire des allers-remontées, faire que des circulations dans un sens. Et puis, on a plein de petits points comme ça dans la plateforme, dans le sol mou, enfin le polystyrène, qui permet d'être suivi par vidéo pour suivre le déplacement de tous ces points-là pendant la circulation. Il faut que je fasse ça. Hop. Et puis, on va voir quelques résultats. Alors, ils ont trouvé des résultats très intéressants. Ici, on voit le petit tapis tactile qui permet de mesurer la contrainte en temps réel au passage du rouleau. Donc j'avance un tout petit peu parce que c'est un peu long. Si j'y arrive. Ici, voilà. Donc on voit quand on avance en fonction de la position des inclusions, quand on va passer au droit des inclusions, on va avoir une concentration de contrainte un peu plus importante. Puis quand on est au niveau du sol, cette concentration est plus petite. Alors l'ensemble de ces mesures a permis à Thierry Dubroc d'analyser l'efficacité des dispositifs. Il a vu qu'on avait une perte d'efficacité avec les cycles. Il a aussi vu qu'avec la géogrille, on limitait cette perte d'efficacité. Il continue à travailler sur ce sujet-là pour bien comprendre tous les mécanismes. Un autre type de sollicitation, on peut dire complexe, c'est la sollicitation cyclique. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça s'est fait dans le cadre du projet FUI FEDRE et aussi dans le cadre de la thèse d'Adnan Sayouni. Donc, on avait instrumenté le renforcement de sol sous une fondation réelle. Donc, on a instrumenté par des capteurs de contrainte au droit des inclusions, sur le sol, sous la semelle. On a mis aussi des fibres optiques dans les inclusions rigides qui permettent de mesurer leur déformation. Et là, on voit une vue de dessus du renforcement de sol avec toutes les inclusions. Donc, en général, sous les éoliennes, c'est des cercles d'inclusion concentriques. Et nous, vous voyez, on a plutôt mis des capteurs sur cette zone-là, à l'opposé du vent dominant, parce que c'est cette zone-là qui est a priori la plus sollicitée. Mais on avait mis aussi des capteurs un petit peu ailleurs. Donc, on a fait cette instrumentation en 2019, c'est-à-dire qu'on a plus de 3 ans de mesures. Donc, ça, c'est déjà intéressant. Et puis, on a pu analyser un peu le comportement du renforcement de sol en fonction des sollicitations. Alors quand on n'a pas quand l'éolienne est en off, on a juste le poids de l'éolienne et puis on le mesure avec les capteurs de contrainte. Et puis quand l'éolienne est en train de tourner, on a en fonction de la position des inclusions, soit des contraintes qui augmentent, soit qui diminuent. Puis on voit quand on a 2 capteurs qui sont diamétralement opposés, leurs contraintes sont en opposition de phase. Avec les fibres optiques, on a aussi donc mesuré la déformation des inclusions. En orange, on voit la déformation d'une inclusion lorsque l'éolienne est off. Et puis en bleu, c'est lorsque l'éolienne est en action, mais avec le vent opposé. Donc ça veut dire que cette inclusion n'était pas sollicitée. On a fait un petit soulèvement. Donc on a une diminution de contrainte, ce qu'on a bien mesuré là. Et puis en vert, c'est lorsqu'on sollicite un petit peu plus l'inclusion.
par le vent. Et on voit bien donc à chaque fois la distribution de contraintes dans l'inclusion. On peut déterminer le point neutre. Donc à partir de tous ces résultats, Adnan a réussi, et en mettant ces résultats de mesures au niveau de la fondation, avec toutes les mesures qu'on a au niveau de l'éolienne, hein, c'est-à-dire la vitesse du vent, la direction du vent, il a réussi à proposer un nuage de points de contraintes, de répartition de contraintes en fonction de l'intensité du vent et de la direction du vent. Et puis avec ces mesures-là, plus un essai de chargement statique qui a été fait sur l'inclusion instrumenté par fibre optique qui a permis de bien connaître l'interaction entre l'inclusion et le sol, il a pu calibrer un modèle élément fini 3D qui reproduit assez fidèlement le comportement du renforcement de sol. Et puis il a aussi pu développer un macro-élément qui donne les mêmes résultats que le modèle Plaxis 3D, mais qui a des temps de calcul moindres. Alors juste avant que Fad vous présente le cas des sollicitations sismiques, une petite étude sur les semelles directement posées sur inclusion rigide. Donc on a fait des essais en vraie grandeur sur 3 semelles. Donc à chaque fois la semelle était posée sur 4 inclusions. Pour le plot 1, elle était posée directement sur les inclusions. Pour le plot 2, on avait une plateforme granulaire de 30 cm, ce que préconisait Aziri. Puis pour le plot 3, on avait juste mis un petit lit de sable pour assurer une bonne répartition de la charge. Donc on voit ici une photo du plot expérimental avec les différents plots, la poudre de réaction. Ici, vous voyez, on avait aussi 2 dallages parce qu'on a testé un dallage sur inclusion et un dallage avec plateforme de transfert de charge. Et puis on a ici des inclusions isolées qui ont été testées. Et sur les semelles, donc on a fait des essais de chargement verticaux centrés, excentrés, des essais horizontaux, et puis ensuite on est allé jusqu'à la rupture. Donc quelques résultats. Tout d'abord, les essais de chargement sur les inclusions isolées. Donc on a vu que la portance mesurée était un petit peu inférieure à la portance théorique. Et puis sur une des 2 inclusions isolées, on avait fait des essais de chargement-déchargement. Et on a vu que ces sollicitations cycliques dégradaient un petit peu la résistance. Au niveau des semelles, bon, je ne vais pas vous présenter tous les résultats parce qu'il y en a beaucoup, mais quelques résultats. On a vu que pour tous les plots que l'on a réalisés, on avait une répartition qui était non uniforme sur les 4 inclusions. Même quand on fait un essai vertical centré, on n'arrive pas à répartir, la contrainte ne se répartit pas uniformément sur les 4 inclusions, ce qui pose un petit peu des problèmes quand on veut comparer ensuite avec les modèles numériques, où là on suppose que la répartition se fait de façon homogène sur les 4 inclusions. Et puis chose aussi importante, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on faisait un premier essai, donc ici en orange, on a le tassement pour un premier essai et en gris, un tassement pour un essai suivant, mais avec les mêmes conditions. On a toujours un tassement plus important pour le premier essai parce qu'on a l'ensemble qui se met un petit peu en place, les inclusions qui doivent un petit peu tasser dans leur ancrage. Et donc ensuite, on a plutôt privilégié cet essai-là pour comparer avec les modèles numériques. Parce qu'il y a eu un benchmark qui a été fait avec de nombreux participants. Donc ici, je vous présente juste les cas de calcul pour la semelle directement posée sur les inclusions et puis là avec la plateforme granulaire. Et on compare ici donc, les contraintes et le tassement. Alors on ne compare que le tassement par rapport à la mesure. On voit qu'on a un essai vertical centré et puis 2 essais verticaux excentrés. Les calculs arrivent à trouver à peu près les mêmes résultats que nos mesures, ce qui a un peu plus de différence lorsqu'on a la plateforme granulaire, ce qui est peut-être un petit peu moins facile à modéliser. Puis là aussi, on n'a pu faire que 3 essais. Donc pour multiplier les essais, on va utiliser la centrifuge de Nantes, où une campagne expérimentale vient d'être lancée, où on va pouvoir donc refaire ces essais-là et puis faire un petit peu plus de cas pour au final bien calibrer les modèles et puis pour avoir une méthode de dimensionnement fiable. Je vais passer maintenant la parole à Fad pour la partie sismique. Merci. Et donc, comme l'a précisé Laurent en introduction, parmi les sujets sur lesquels il y avait effectivement un peu d'attente dans le cadre de ce projet national, il y a le comportement des inclusions rigides sous action sismique, sachant qu'aujourd'hui, l'idée c'est de s'inscrire un peu dans la continuité de ce qui se pratique déjà dans les bureaux d'études, dans les entreprises. Autrement dit, aujourd'hui, on a une pratique qui s'appuie sur les quelques points on va dire, de repères en termes de recommandations existantes. Donc on a à commencer par les recommandations Aziri 2012 qui donnent des points de repère sur la façon dont on peut aborder le comportement transversal
des massifs renforcés par inclusion rigide. On a des recommandations de l'AFPS sur le renforcement aux zones sismiques de manière générale. Et puis on a aussi des textes qui sont un peu plus récents, qui donnent aussi des indications sur la façon dont on peut aborder le comportement des fondations profondes sous action sismique. Donc aujourd'hui, l'idée, l'ambition de ce volet sismique dans le cadre du projet AZIRI+, c'est de proposer un cadre homogène qui fait, on va dire, consensus, scientifiquement justifié, qui apporte, on va dire, des points d'amélioration, des points d'éclairage sur un certain nombre d'aspects qui ne sont pas complètement aboutis dans la pratique actuelle, l'interaction sans structure de manière générale, mais aussi certaines spécificités de comportement des massifs renforcés par inclusion, l'effet de groupe, le rôle du matelas, etc. Donc on a identifié 4 points clés qui méritent clarification dans le cadre de ce travail. Le premier point, c'est la façon dont les forces d'inertie d'origine sismique transitent de la structure vers les inclusions, ce qu'on récupère en tête, ce qu'on va retrouver comme sollicitation interne le long des inclusions, tenant compte éventuellement de la présence du matelas, la façon dont la propagation des ondes va impacter les inclusions, la façon dont la présence des inclusions peut impacter la propagation des ondes sismiques, donc ce qu'on qualifiait généralement sous l'appellation interaction cinématique. Et puis le troisième volet, c'est la façon dont on pourrait statuer sur la stabilité sismique d'une fondation sur inclusion rigide, sachant qu'il s'agit, pour certains cas, par exemple des semelles sur inclusion, il s'agit on va dire, de configurations assez modestes, entre guillemets, pour lesquelles on n'aurait pas nécessairement le moyen d'engager des modélisations sophistiquées. Donc l'objectif, c'est de proposer des approches qui s'inscrivent dans la continuité de ce qu'on fait déjà pour des fondations, par exemple, sur son non renforcé, ou pour des fondations sur inclusion rigide sous charge statique, tout en restant compatible avec la pratique quotidienne des bureaux d'études. Et puis aussi, évidemment, mieux cadrer et la façon dont on pourrait justifier la performance du matelas ou le rôle du matelas sous action sismique. Donc, je vous donne ici un aperçu de quelques résultats clés. Les premiers enseignements des travaux qui ont été menés se révèlent prometteurs. Donc, on s'appuie sur 3 travaux de thèse. Donc, une thèse au sein de l'école centrale de Supélec, École centrale de Nantes, et puis une thèse à l'Institut Polytechnique de Paris, ainsi que des travaux de simulation physique en centrifugeuse à l'UGE de Nantes. Voilà. Et donc, quelques résultats clés, par exemple, les premiers enseignements, ils confirment un peu des hypothèses qu'on faisait implicitement dans les bureaux d'études, mais qui n'étaient pas nécessaires, dont la justification n'était pas forcément aboutie. À commencer par le constat qui consiste à dire que la présence des inclusions n'est pas de nature à modifier la rigidité au cisaillement du sol renforcé et que par conséquent la réponse d'une fondation sur inclusion rigide, la réponse horizontale, sous séisme en l'occurrence, elle est très voisine de celle d'une fondation sur sol non renforcé, que ce soit en termes de raideur, en termes d'amortissement. Donc évidemment ce constat reste valable, donc il est confirmé par les travaux qui ont été menés et reste valable pour des taux de remplacement, de taux de substitution habituels, ça veut dire quelques pourcents. Donc là par exemple ce que je montre c'est jusqu'à 6%. Et pour le cas de chargement vertical ou rotationnel, les premiers enseignements confortent un peu permettent de conforter un peu la démarche d'homogénéisation qui consiste à mettre à profit les résultats des modèles de cellules élémentaires pour définir des propriétés équivalentes du massif renforcé et dont on pourrait s'en servir pour qualifier la raideur sismique, la réponse sismique de la fondation sur inclusion rigide, que ce soit sous chargement vertical ou sous chargement rotationnel. Un autre enseignement intéressant, là clairement c'est un point pour lequel il y avait très très peu d'indications sur la pratique actuelle. Donc il y avait des hypothèses qui sont faites en fonction on va dire de l'opérateur, mais aujourd'hui on a des choses qui se dégagent de façon assez nette. Et en l'occurrence, la conclusion principale consiste à dire qu'il n'y a pas d'homothétie entre ce qu'on voit sous chargement vertical et ce qu'on va récupérer, constater sous chargement horizontal. Autrement dit, quand on met des inclusions rigides sous une semelle chargée verticalement, on arrive à concentrer dans des proportions significatives les charges verticales, à récupérer par exemple plusieurs dizaines de pourcents de la charge verticale au niveau de la tête d'inclusion. C'est un constat qu'on ne va pas retrouver sous charge horizontale. Et ça rejoint un peu le constat que j'ai montré juste avant, qui consiste à dire que la réponse horizontale d'une fondation sur inclusion rigide, c'est celle d'un sol non renforcé. Et donc, ce qui tend à dire implicitement que la contribution, ce que va récupérer comme effort l'inclusion en tête, c'est quelque chose de négligeable. Et en l'occurrence,
quand on regarde ici, en fait, là, ce qui est indiqué ici, c'est le ratio entre le pourcentage de charge qu'on va trouver en tête d'inclusion et le taux de remplacement. La réponse, c'est que finalement, ce qu'on va récupérer en tête d'inclusion, c'est quelque chose qui vaut 2 à 3 fois le taux de substitution. Pour un taux de substitution qui va jusqu'à 5%, par exemple, pour des cas courants, on va récupérer au mieux 15% de la charge horizontale, alors que verticalement, on arrive à monter jusqu'à 60, 70 quand on n'a pas de matelas, par exemple. Et ce qui fait que, au niveau du sol porteur, entre les inclusions, on retrouve une inclinaison des charges qui est plus importante que celle qu'on récupère qu'on a au niveau de la semelle. Donc, et puis, les résultats obtenus confortent aussi certaines approches usuelles qui consistent à introduire, à vérifier la réponse de l'inclusion sous action sismique inertielle en injectant, par exemple, des déformés libres du sol qui correspondent tout simplement à la déformée du sol non renforcée. Sur les aspects d'ordre cinématique, tant qu'on reste dans des taux de substitution qui sont faibles, donc quelques pourcents, jusqu'à 5 voire 10%, on pourrait admettre avec une très bonne approximation que la propagation des ondes n'est pas perturbée par la présence des inclusions et que le spectre de réponse qu'on doit considérer au niveau de dimensionnement de l'ouvrage porté, c'est celui qu'on a en champ libre. Et puis sur on va dire l'impact que ça génère au niveau des inclusions, c'est-à-dire les sollicitations parasites dans les inclusions liées à la propagation des ondes, c'est quelque chose, les analyses qui ont été menées, ils mettent clairement en évidence le caractère parfois exagérément enveloppe ou défavorable des modèles de dimensionnement usuel de type PY par exemple, des modèles de poutres sur ressorts transversaux qui, en présence d'un contraste de rigidité important, ils tendent à surestimer dans un rapport, par exemple dans le cas qui sont présentés ici, dans un rapport de 2, les sollicitations en flexion dans les inclusions. Surtout quand on n'a pas beaucoup d'encastrement dans le substratum. Et puis, le dernier point, c'est tout ce qui relève de la capacité portante sismique. Donc, la démarche qui a été menée, ça s'inspire à la fois les travaux qui avaient été menés, par exemple, en marge du projet Riant-Anti-Riant. Il y avait des analyses qui avaient été menées en centrifugeuse, des analyses numériques, mais aussi, on a essayé de réexploiter les mécanismes de référence qui avaient été établis par Pecker et Salençon pour la portance sismique d'une semelle sur son non renforcé. L'idée, c'est qu'on réexploite ces mécanismes-là, tenant compte de la contribution résistante des inclusions, et donc dans l'objectif d'avoir quelque chose qui s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a pour un sol non renforcé. Et en fait, les premiers résultats, ils sont en cohérence avec ce que j'ai montré tout à l'heure en termes de raideur. Ça veut dire justement, sous chargement horizontal, comme les inclusions contribuent peu dans la reprise des charges, ça se retrouve sur la performance sismique de la fondation en termes de stabilité. Et en l'occurrence, on voit qu'effectivement la présence des inclusions améliore dans des proportions significatives la capacité portante verticale. On arrive par exemple à avoir un rapport de 2 à 3 sur la capacité portante verticale d'une semelle isolée. Par contre, dès que le chargement devient incliné, excentré, le rôle des inclusions se retrouve beaucoup plus faible et on se retrouve avec une capacité portante qui tend vers celle d'un sol non renforcé. Et ça, c'est quelque chose qu'on arrive à dégager assez bien à partir des travaux qui ont été menés. Et donc, le travail se poursuit. On a 4 axes de travail. Donc, évidemment, il y a l'ambition, l'objectif de formaliser des procédures simplifiées pour la justification sismique d'une fondation sur inclusion rigide, en s'appuyant sur des modèles de référence qui servent donc qui apportent une sanction, une validation, des modèles numériques, en éléments finis, en éléments de frontières, linéaires, non linéaires, et puis aussi des essais en centrifugeuse qui vont constituer la sanction expérimentale du projet sous charge sismique. On n'a pas le moyen de faire des essais en vraie grandeur. Et puis, l'idée, c'est d'alimenter donc des recommandations pratiques, comme ce que tu vas sans doute préciser juste après, donc, qui sont organisés en 2 tomes. Donc, il y a un tome 1 qui est destiné à accueillir, par exemple, ce qu'on va établir comme enseignement. Il y a un tome 2 sur tout ce qui est procédure de justification pratique. On a fini, c'était long. Hein. On a fini. Juste pour dire qu'on va donc rédiger 2 tomes. Hein. Un premier tome sur une synthèse des actions d'Aziri+. Il va donc reprendre tout ce qu'on a fait dans le projet, ce qui n'avait peut-être pas assez fait dans Aziri. Et puis le tome 2, on aura le guide de conception, dimensionnement, exécution, contrôle, avec les différents chapitres qui étaient déjà dans Aziri, puis d'autres chapitres, comme on a un chapitre
sur l'analyse du cycle de vie et puis les gaz à effet de serre qui n'étaient pas dans l'Aziri. Et puis si tout se passe bien, on sortira tout ça en fin 2024. Voilà. Merci pour votre attention.